Vous êtes sur la RTG, merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. Les travaux de création d'un institut des mathématiques sont lancés à Conakry. En seul objectif, inciter les apprenants à s'intéresser aux filières techniques et pratiques, le développement dans ce journal. Gestion du foncier à Forécaria, les acteurs se concertent. La paix et le vivre ensemble semblent non négociables désormais. C'est du moins ce que ressort de cette rencontre à suivre dans un court instant. Enfin, le dernier convoi des pèlerins guinéens regagne Conakry après plusieurs semaines de prières intenses et d'invocations. Le secrétariat général aux affaires religieuses se félicite du bon déroulement de cet autre Hajj. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Conférence internationale sur le financement, c'est en Espagne, précisément à Séville. La bonne nouvelle est que la Guinée accède à la vice-présidence. La plénière est présidée par le chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Retour sur cet événement majeur avec Ousmane Bangoura et Alma Mekobele Keïta. Au cœur de la 4e conférence internationale sur le financement du développement des Nations Unies, la Guinée s'illustre. Notre pays a été porté à la vice-présidence de cette rencontre d'envergure qui regroupe 164 pays et plusieurs partenaires mondiaux. Une marque de confiance et de considération pour la Guinée sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya. Dans cette salle du Palais des Expositions et des Congrès de Séville, le Premier ministre Amadou Ouriba est installé au perchoir pour conduire les travaux de la plénière. Une responsabilité qui témoigne de la place de plus en plus affirmée de la Guinée dans les débats internationaux. Le gouvernement guinéen, sous le leadership du Premier ministre Amadou Ouriba, adhère officiellement au programme d'action de Séville sur les dépenses fiscales. Ce qui est réconfortant et très intéressant, c'est la Guinée qui a été mise à l'honneur en désignant la Guinée comme vice-présidente de la 4e conférence internationale du financement du développement. Je pense que c'est une reconnaissance des efforts et puis de la crédibilité de notre pays à l'échelle internationale. La forte délégation guinéenne a marqué de manière active sa présence à cette conférence. En participant aux différents panels de haut niveau, c'est notamment le cas lors de cette table ronde axée sur la revitalisation de la coopération internationale pour le développement. Les participants ont, dans leur ensemble, exprimé leur adhésion au document final de Séville. Pour accélérer le financement du développement, les États sont appelés à repenser les mécanismes actuels. Je pense qu'il faut mieux articuler les PPP, partenariats public-privé, en essayant de donner, de mettre en place déjà, il y a une loi sur le contenu local, en essayant de protéger la production locale contre la concurrence extérieure. C'est avec ces efforts, nous pensons que nous pourrons réaliser les objectifs du développement pour le millénaire dont nous rêvons tant. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a présenté aux investisseurs internationaux les grandes opportunités qu'offre la Guinée, ainsi que son plan de développement pour les 15 prochaines années. La Guinée veut créer son propre fonds souverain avec les revenus que nous allons tirer de Simandou, pas seulement de Simandou, mais des revenus qu'on peut tirer des exploitations minières de bauxite, mais aussi d'autres instruments. Donc en ayant le fonds souverain, on peut capitaliser sur le marché international pour utiliser le montant mis là-bas, que sera un montant, sera un fonds de capitalisation, un fonds d'investissement, mais et surtout un fonds que nous allons utiliser pour faire des financements innovants dans notre pays. Le partenariat public-privé sera la voie à suivre désormais pour financer des projets croissants dans notre pays. Avec ses efforts engagés et l'espoir d'un avenir meilleur, la Guinée mise résolument sur l'innovation et les nouvelles technologies pour accélérer son développement et améliorer durablement les conditions de vie de ses populations. Enseignement supérieur, on s'intéresse à l'excellence scientifique. La Guinée se montre décisive. L'Institut ouest-africain des mathématiques est en gestation. Les travaux de finalisation sont lancés. Mounir Bari pour en savoir plus. Les mathématiques jouent un rôle crucial dans le développement technologique et scientifique des pays.
Au ministère en charge de l'enseignement supérieur, des journées de réflexion et de finalisation du processus de création d'un institut ouest-africain de mathématiques sont organisées. Ces rencontres sont animées par des experts guinéens et étrangers. Une fois que le projet est validé, les travaux de réflexion seront lancés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où sera logée cette institution. La formation et le perfectionnement des enseignants de lycée, d'université sur les mathématiques, la formation d'ingénieurs, mais surtout aussi l'encouragement à la recherche sur les mathématiques. Cela permet de préparer nos étudiants aussi par effet induit à nos écoles d'ingénieurs au niveau local, à améliorer la formation à ce niveau, à rehausser le niveau, mais aussi à permettre à beaucoup d'étudiants guinéens. Cet institut de formation sera véritablement un pôle régional d'excellence académique et scientifique pour la Guinée et toute la sous-région. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Guinée, en prenant l'option de la création d'un institut de mathématiques au niveau régional, je pense qu'a pris le devant sur beaucoup de pays. Cet institut, vous allez voir que dans les années à venir, sera un institut qui sera au cœur du système du développement des mathématiques. Nous avons déjà pratiquement un certain nombre de programmes que nous allons continuer à travailler avec ces programmes-là, avec nos partenaires, nos collègues qui sont là en atelier pour finaliser ces programmes-là. Le projet prévoit d'offrir des formations de niveau licence, master, doctorat, ainsi que des modules spécifiques destinés à la mise à niveau des enseignants du secondaire. Pour la réussite de ces projets, le coup de pouce de certains partenaires sont attendus, comme la Banque mondiale et l'AFD par exemple. Santé et sécurité au travail, la Guinée, depuis décembre 2024, s'est dotée d'une nouvelle politique en la matière. La dissémination du document est activée par le département de la fonction publique. Cette vulgarisation commence par les organisations patronales. Mamadi Terna Kamisoko. Après le lancement officiel en décembre 2024 de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail de la République de Guinée, un nouveau défi s'impose au ministère du Travail et de la fonction publique. L'appropriation du document par les acteurs du monde professionnel. Ce mercredi, les travaux de vulgarisation à l'échelle nationale ont débuté à Conakry avec les organisations patronales et des employeurs. La CGGI se réjouit de cette initiative qui vise non seulement à renforcer les connaissances des employeurs et de leurs partenaires sur les orientations stratégiques de la politique SST, mais aussi à encourager l'appropriation des principes de prévention dans la gestion quotidienne des entreprises. La politique nationale de sécurité et santé au travail a pour objectif principal de garantir l'amélioration continue des conditions de travail et d'accroître la productivité dans l'ensemble des secteurs, que ce soit public et privé du pays. Elle repose sur les bases stratégiques telles que la mise en place d'un système de gouvernance performant, l'amélioration des conditions et du milieu de travail, la promotion d'une culture de prévention des risques professionnels. Ce cadre d'échange réunissant les principaux acteurs concernés vise à garantir une amélioration continue des conditions de travail tout en contribuant à l'augmentation de la productivité dans l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Une politique n'est rien d'autre qu'une vision stratégique avec des orientations claires portées par le gouvernement. Et donc la vulgarisation va permettre aux organisations d'employeurs de comprendre tous les enjeux de cette politique, de s'approprier de ces orientations, de ces leviers et de ces différents mécanismes de mise en œuvre. Ce qui permettra à ces organisations d'employeurs d'intégrer dans leur pratique quotidienne, dans leur culture organisationnelle, la prise en compte de la prévention des travailleurs contre les risques professionnels. Ces travaux de dissémination axés sur les principes directeurs de la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail bénéficient de l'appui d'un expert ivoirien. Passation à la tête de la Chambre des mines de Guinée. Le sortant Ismaël Diakité cède le fauteuil à Karifa Condé, président élu en tant que directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. La feuille de route est précise, consolider la gouvernance participative dans le secteur minier. Marwan Kamara, Fodé Kamara.
Après 6 ans à la tête de l'Association des sociétés minières de Guinée, Ismaël Diakité, le président sortant du conseil d'administration de la Chambre des mines, passe le témoin à Karifa Condé, le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Une occasion pour le président sortant de dresser le bilan et fixer les priorités. Un sentiment de réconfort et de grand espoir, parce que je sais celui qui me succède est un homme de valeur, un homme d'action et un homme qui est à l'écoute de ses collaborateurs, donc qui a l'esprit d'équipe. Donc je n'ai aucun doute que la dynamique qui marque le gouvernement de la Chambre des mines va se poursuivre. Pour relever les défis et défendre les intérêts des sociétés membres, Karifa Condé rassure le personnel de la structure et les partenaires. Ceci pour la poursuite des réformes afin de permettre à l'union patronale du secteur minier de bien jouer sa partition pour l'essor socio-économique du pays. Je suis très conscient du travail à faire parce que M. Ismaël Diakité, qui était jusque-là président de la Chambre pendant 6 ans, a abattu un travail titanesque, autant en matière de gouvernance que de renforcement des capacités de la Chambre, que de renforcement de la responsabilité des sociétés membres. Et donc quand je regarde ça, l'héritage est trop grand et c'est un gros défi que nous devons relever. Pour continuer à tenir le cap, les membres de la nouvelle équipe demandent aux autres sociétés de rejoindre la Chambre des mines de Guinée en vue de mieux harmoniser les efforts pour l'émergence du secteur minier. Toute la CBG aussi qui a eu lieu et nous pensons vraiment faire le nécessaire pour relever le défi avec l'accompagnement de tout le secteur minier et avec l'accompagnement du gouvernement. Nous pensons vraiment être avec le support de tout le monde à la hauteur des responsabilités. En tant qu'équipe rentrante, c'est une satisfaction pour nous. Nous, pour notre part, nous ferons ce qu'il y a à faire pour que notre institution commune puisse être, comme elle l'a toujours été, la fierté des Guinéens. Aguerri par des années d'expérience dans le domaine du management minier, Karifa Condé, le nouveau président du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, compte s'aligner derrière les priorités des autorités. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique au secteur par une politique managériale inclusive. À Forêt-Caria s'est déroulée une importante rencontre sur les conflits domaniaux, mais aussi sur les incompréhensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs. La cohésion sociale semble non négociable désormais. Aboubakar Ami Kamara, Kernayoun Saba. Cette rencontre est initiée par le préfet de Forêt-Caria. Elle vise à échanger avec les autorités locales relevant de la préfecture. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, parmi lesquels les conflits domaniaux et les litiges récurrents entre éleveurs et agriculteurs. J'ai parlé des conflits qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous sommes indissociables. Si on dit de ne pas élever ici, où nous serons, les Guinéens peuvent exercer ces activités propres de tous les territoires guinéens. J'ai dit des gérances de frontières. Nous sommes à la frontière. Vous, la population, vous devez être policière auprès de nous pour que nous puissions remonter l'information à temps réel. Pour agir, sans l'information, on ne pourra pas agir. L'un des points essentiels de cette rencontre portait sur la nécessité de renforcer la bonne cohabitation entre les populations. Au cours des discussions, la question de l'implication et de la mobilisation des collectivités locales en vue de la réussite du recensement général de la population et de l'habitat en cours. Tous les sujets que nous avons eu à développer, ce sont les sujets très très importants pour les collectivités locales. Monsieur le préfet de Forêt-Caria n'a pas manqué. Il a attiré notre attention par rapport aux dispositions que nous devons prendre pour le recensement qui doit être en cours dans les prochains jours. En la matière, pour la première fois, il y a une conciliation entre agriculteurs et éleveurs. C'est lorsque cela aura échoué que l'on vient à la justice. Mais tant que c'est possible à votre niveau de trouver une solution, gérez à ce niveau-là. Parce que ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait la paix entre agriculteurs et éleveurs. Le préfet a saisi l'occasion pour sensibiliser en vue de l'acceptation mutuelle. Il a par ailleurs sollicité la collaboration de la population avec les services de défense et de sécurité dans la lutte contre la délinquance.
Et c'est parti pour le RGPH4 à Conakry, emboîte le pas aux régions administratives du pays. L'opération est d'envergure nationale, en recensement qui cible directement la population et l'habitat. L'objectif est clair, planifier le développement durable. Moussa Bangora. Lancé dans tout le pays, à Conakry, le 4e recensement général de la population et de l'habitation se passe dans les conditions souhaitables. Cette opération d'envergure nationale consiste à dénombrer les individus vivants sur le territoire national, quelle que soit la nationalité, le sexe et l'âge. On recense les personnes et leur habitation pour permettre au gouvernement et aux communautés locales de faire des planifications. Et on ne peut pas parler de planification sans statistique. On ne peut pas parler de statistiques sans le recensement général de la population. Cela me pousse à demander à toutes les autorités des 13 communes de Conakry de se mobiliser autour du recensement RGPH4 afin de les accompagner. Pour avoir les informations fiables, les agents recenseurs feront le porte-à-porte dans les quartiers et différentes communes de la capitale. Avec ce recensement, le chef de famille ou son représentant suffit pour donner les renseignements demandés. Je demanderai aux citoyens d'être très accueillants, qu'ils répondent de façon fiable aux questions qui seront posées par les agents recenseurs. L'engagement est palpable. 155 agents recenseurs, 47 chefs d'équipe, 3 contrôleurs et un coordinateur communal sont mobilisés, formés et prêts à se déployer sur le terrain. L'appel est donc lancé à tous à se faire recenser, mais également à faciliter le travail aux agents sur le terrain. Le recensement touche la population. Le message que je peux faire passer, c'est d'accepter vraiment de se recenser parce que le recensement RGPH4 est vraiment très très important pour notre cher pays. Donc on est tous engagés à le faire et à très bien le faire afin que le développement tant souhaité puisse se réaliser sur notre territoire. Cet exercice va durer 1 mois. Le RGPH4 va permettre au gouvernement d'assurer une meilleure répartition des ressources, mais aussi connaître l'effectif de la population et sa répartition géographique. La question relative à la scolarisation des filles est en débat à Conakry. Pour y arriver, le CPDH, en collaboration avec les jeunes filles leaders de Guinée et Avocats sans frontières France, se retrouve. Cette rencontre sous forme de causerie vise à inciter les jeunes apprenants à devenir des acteurs du changement et à s'engager activement pour la cause. Le projet est financé par l'Union européenne. Sona Sagno. Sensibiliser les jeunes sur les bienfaits de l'éducation des filles pour elles-mêmes, leur famille et la société, tel est l'objectif de cette causerie débat initiée par le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme en partenariat avec Avocats sans frontières France et le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Libre qui est l'impunité des acteurs de violence basés sur le genre en Guinée. Et nous avons mobilisé dans la zone de Conakry 50 étudiants et élèves, en plus des encadreurs, pour les sensibiliser autour de la question de scolarisation des jeunes filles qui est en lien avec la thématique du 8 mars passé. Le message que nous passons aux participants de faire la restitution auprès de d'autres personnes pour maintenir les filles ou de scolariser les filles pour l'éducation. Je dirais aux parents de maintenir les filles à l'école. Aujourd'hui, on est là, c'est pour échanger par rapport à ces faits sociaux surtout qui sont liés soit à la tradition, soit à certains facteurs encore qui influencent réellement, mais aussi par rapport aussi aux politiques publiques qui pourraient vraiment aussi influencer positivement la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Placé sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, la rencontre a réuni des jeunes autour de discussions sur les obstacles à la scolarisation des filles. Pauvreté, mariage précoce, harcèlement, grossesse précoce ou encore travail domestique. J'ai pu retenir beaucoup de choses. J'ai d'abord compris le concept de la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, j'ai compris la place qu'occupe
scolarisation au sein de notre société. Et aussi, nous avons énuméré les causes qui sont à l'origine de l'empêchement de la scolarisation de ces jeunes filles. Et on a aussi élaboré des solutions pour pallier à ce problème. À travers des prestations de théâtre et de slam, des élèves venus de plusieurs établissements ont souligné l'importance de la scolarisation des jeunes filles financée par l'Union européenne. Le projet Libre vise à encourager l'engagement des jeunes pour l'éducation des filles, à leur donner la parole et à les impliquer activement dans la recherche de solutions afin d'en faire de véritables acteurs du changement dans leur communauté. Politique genre 3, la Guinée valide le document, un instrument de lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Le PNG 3 intègre de nouvelles dimensions. À découvrir avec Mohamed de Camara. Cette politique nationale genre 3, à l'image des précédentes, constitue un document de référence. Ce cadre privilégié devrait être utilisé par tous les acteurs comme une opportunité pour réfléchir sur les actions efficaces en vue de réduire les inégalités entre femmes et hommes. Après l'élaboration de la PNG 3, l'heure est à sa validation. Cette politique peut aider notre pays à avoir une société inclusive, une société équitable, une société juste où les chances des hommes et les chances des femmes, des filles et des garçons sont prises en compte dans le processus de développement dans notre pays. Durant tout le processus d'élaboration de cette nouvelle politique, le ministère en charge de la promotion féminine est appuyé par les partenaires, notamment le PNUD, ENABEL Guinée et Catholic Relief Service. Cet exercice répond à une préoccupation fondamentalement nationale. La promotion d'ici 2030 de l'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe. Je suis très heureuse de présider ce jour l'atelier de validation de la 3e politique nationale genre, qui a un avantage comparatif réel sur les 2 précédentes. Elle est alignée sur le programme de développement national Simandou 2040 avec une approche plus intégrée, très transversale et fortement inclusive. Cette nouvelle politique nationale genre 3 a 5 ans de cycle de vie. L'exécution de ce document permettra à coup sûr de promouvoir la promotion du genre dans tout le pays. Geste humanitaire dans cette édition, l'association Famille Je vous aime fait parler son cœur à la Cité de Solidarité. Elle offre aux personnes démunies de ce centre un important lot de vivres et de non-vivres. De par ce geste, les donateurs réaffirment leur engagement à accompagner cette couche vulnérable. Son assagne reportage. Engagée en faveur des personnes vulnérables, l'association internationale Famille Je vous aime a offert des vivres et non-vivres aux personnes vivant avec un handicap dans la Cité de Solidarité, commune de Ratoma. C'est des sentiments de joie toujours qui nous animent à faire ces distributions, ces dons aux personnes nécessiteuses. Parce que Famille Je vous aime, nous sommes là pour des familles défavorisées en situation difficile. Là, nous sommes à la Cité de Solidarité pour offrir des vivres et également des vêtements aux personnes nécessiteuses en situation difficile. Et nous remercions également U-Express qui nous a permis de faire ce don et encourager également les autres supermarchés pour nous faciliter la collecte solidaire pour qu'on puisse penser à ces familles défavorisées qui sont toujours dans le besoin. À travers ce geste, l'association entend soulager les difficultés d'accès aux ressources de base, notamment à l'alimentation. Les bénéficiaires touchés par ce élan de solidarité ont exprimé leur profonde gratitude aux donateurs. Je suis très content ce matin, au nom de ma directrice, de vous recevoir au sein de la Cité de Solidarité. Et choisir aussi la Cité de Solidarité où il y a actuellement 756 personnes, des enfants au nombre de 306, donc qui sont dans les besoins. Et si vous envoyez quelque chose aussi pour cette famille, et nous qui sommes là à la direction, ça peut que nous réjouir. Femmes Zem, c'est la première fois à l'ONG au niveau de la cité.
Mais matin-là, ça ne venu vers nous surprise, tellement le don qu'elle a envoyé là pour nous, c'est nécessaire. On remercie ONC aussi, en nom de toutes les familles de la Cité de Solidarité. La cérémonie a également été marquée par une visite des lieux permettant aux membres de l'association de s'imprégner des réalités du quotidien, une action humanitaire qui met en lumière l'importance de la solidarité envers les plus démunis. Hajj 2025, les derniers pèlerins guinéens regagnent enfin Conakry après des semaines de prières, de bénédictions et de pénitence. Les actions sont coordonnées par le secrétariat général aux affaires religieuses. Notre reporter Yaya Silla est allé à la rencontre de ces fidèles musulmans. Voici son reportage. Le dernier convoi des pèlerins guinéens est arrivé ce matin à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry-Bessiam. Les pèlerins sont rentrés avec un trophée de bonne organisation de cette année. Nous sommes très heureux de rentrer avec les derniers pèlerins en Arabie Saoudite et nous sommes très émus de rentrer avec ce trophée de l'excellence dans la réussite de l'organisation du pèlerinage. Nous félicitons la Guinée d'avoir eu ce trophée de l'excellence dans la communication qui marque vraiment un point nodal pour l'organisation du pèlerinage en République de Guinée. Le secrétariat général des affaires religieuses réaffirme sa volonté de toujours œuvrer à l'amélioration des conditions de pèlerinage à l'image des autres pays de la sous-région. Ils sont venus avec cet honneur. Cet honneur est doté à la Guinée grâce à la vision éclairée et stratégique, les soutiens logistiques, matériels et financiers, la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis la Guinée d'être parmi les premiers pays qui ont enregistré à Milan. Non seulement l'emplacement est très haut standing, mais très proche aussi au lieu d'appellation. Faire loger l'ensemble des pèlerins guinéens auprès des deux saintes mosquées, leur faire déplacer et faire leur voyage dans les bus de haut standing très confortables. Aussi les faire entourer par les encadreurs qualifiés et conduits par le secrétaire général adjoint. Le secrétariat général des affaires religieuses compte tirer les leçons du pèlerinage de cette année pour toujours améliorer les opérations du Hajj prochain. Dans le volet culture, la 5e édition du festival Dundumba vient de prendre fin à Kouroussa. Le ministre de la Culture, parrain de cet événement d'envergure, y a pris part. L'occasion a été mise à profit pour réitérer son engagement à soutenir, à encourager et à valoriser le patrimoine culturel guinéen, notamment le Dundumba. Nabila Moussa Kamara, Mamena Nyuma Koroma. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du festival Dundumba à Kouroussa. Un événement riche en couleurs et en émotions. Pour marquer la fin des festivités, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir et promouvoir le patrimoine culturel guinéen. Dans cette dynamique, Kouroussa bénéficiera bientôt de la construction d'un centre culturel entièrement dédié à l'apprentissage et à la valorisation de Dundumba. Le Dundumba, c'est vraiment un patrimoine immatériel assez riche que nous allons continuer à promouvoir et d'ailleurs il figure sur la liste nationale des biens culturels que nous souhaiterions protéger mais aussi valoriser. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, donne cet exemple avec son engagement, son leadership. Il le démontre avec les moyens qu'il a mis à la disposition du ministère de la Culture pour construire un centre dédié au rythme et danse du Amana, le Dundumba. C'est pour vous dire que pour lui, que ce qui est inépuisable, c'est la richesse de notre culture, c'est notre patrimoine culturel. Depuis 2020, la Fédération des associations pour le développement de Kouroussa organise chaque année ce festival dans le but de faire rayonner le Dundumba au-delà des frontières guinéennes. Grâce au soutien de l'État, elle entend poursuivre cette œuvre de valorisation culturelle tout en incitant les filles et fils de Kouroussa à contribuer activement au développement de leur localité. Cette fois-ci, on peut se réjouir parce que tout ce que les gens sont en train de prendre en compte, la vraie version de Dundumba à Kouroussa. C'est vraiment de l'ambiance, de la fierté, de la joie. Nous sommes très fiers
Le festival d'Undumba est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse traditionnelle. À travers des prestations enflammées, les groupes de danse en compétition ont exprimé leur attachement à la culture nationale et en particulier à celle du Hamana. C'est la fin de ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonsoir.